juste vous faire une brève introduction sur qui est Laureate, puisque tout le monde ne connaît pas. Laureate, c'est une entreprise américaine qui est à peu près mondiale, qui est le plus gros réseau mondial d'écoles et d'universités privées dans le monde. Voilà, le parrain de cette institution est Bill Clinton. Donc il y a 70 universités à travers le monde, un peu réparties sur tous les continents. Donc c'est une entreprise un peu particulière parce que leur modèle, c'est soit ils build or buy, c'est-à-dire soit ils construisent des universités privées, soit ils les rachètent et ils les développent. Et c'est un système qui est complètement... chaque pays ou chaque université a sa propre autonomie. En revanche, ils sont matriciels dans le sens où ils partagent les best practices du réseau, leur ADN, sur le top management. C'est-à-dire qu'ils vont faire quelque chose pour tous les directeurs marketing de chaque pays pour essayer de partager ce qui s'est fait de mieux dans chaque pays. Donc c'est une société qui fait 4 milliards de dollars et qui a vocation à pas être dans le top management des universités type Harvard ou MIT, mais pas en bas non plus, et qui fait tout le middle, tout ce qui est middle class. Voilà. Donc après, ils ont leur modèle est le modèle d'une université privée généraliste qui dispense des enseignements dans tous les domaines, à savoir la médecine, l'architecture, le business, le droit, etc. Voilà. En sachant qu'en France, on a des particularités liées aux grandes écoles et tout ce qui est droit et médecine, par exemple. Donc, en France, là, le slide n'est pas complet parce que Laureate se développe très vite, surtout en France. Donc, aujourd'hui, c'est composé de IFG, qui est un organisme de l'école de formation continue du groupe, donc qui forme des cadres pour des masters ou MBA en formation continue, ou qui fait aussi des formations sur mesure pour les entreprises. L'école centrale d'électronique, qui est une grande école d'ingénieurs, post-bac, l'école supérieure du commerce extérieur. Là, on vient de racheter l'EBS, l'European Business School. Et on a créé 2 nouvelles écoles qui font des bachelors, qui sont des formations plus courtes post-bac en 3 ou 4 ans, qui sont l'Institut technologique Paris-Eiffel et l'Institut de management Paris-Eiffel. Et je pense que ça va continuer dans les mois qui viennent. Voilà. L'ambition de Laureate en France, c'est d'être le premier groupe d'éducation privée d'ici la fin de l'année prochaine. Alors, pourquoi parler de lead management dans l'éducation? En fait, c'est tout simplement, on peut donner des exemples simples. Si on prend le cas de la formation continue, vous pouvez avoir 3 millions de cadres en France, enfin 3 millions de cadres qui sont potentiellement des gens qui pourraient faire un master ou MBA. Mais sur ces 3 millions de cadres, trouver quelqu'un qui à un instant T veut faire un master pour pouvoir compléter sa formation, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc il faut absolument... Et c'est des formations en plus qui ont des coûts qui sont relativement élevés, qui sont autour de 15 à 30 000 euros. Donc il faut absolument aider la partie force de vente à aller qualifier, à pouvoir savoir appeler la bonne personne au bon moment. On ne peut pas leur donner l'annuaire des cadres français et qu'ils appellent tout le monde pour savoir s'il a envie de faire un master en finance. C'est pas possible. En même temps, on a des enjeux au niveau de la formation initiale, donc sur les écoles. Quand c'est hors concours de grandes écoles, il faut pouvoir aussi aller attirer les étudiants dans les écoles, où on a des problématiques par exemple de taxes d'apprentissage, où il faut aussi aller chercher les entreprises pour pouvoir qui puissent nous donner leurs taxes d'apprentissage pour des raisons X ou variées, ce qui est une source de revenus non négligeable pour les écoles aujourd'hui. Donc tout ça, ça nous amène à traiter un gros volume de leads. Et en même temps, le but derrière tout ça, c'est forcément d'augmenter les taux de transformation en clients, entre guillemets, ou apprenants, ils appellent ça dans l'éducation, et de diminuer les coûts d'investissement, donc le retour sur investissement. Donc ça, je l'ai pris il n'y a pas longtemps, et j'ai trouvé c'était une vision assez juste d'un des associés de PricewaterhouseCoopers,
qui disait qu'il n'y a plus de marketing digital, mais du marketing dans un monde digital. Moi, je ne viens pas forcément du monde de l'éducation, mais plutôt du monde des nouvelles technologies, notamment dans les groupes américains. Et on a souvent vu en France qu'il y avait le marketing, et puis après on a eu un peu de marketing digital, qui était souvent externalisé dans les agences quand on n'avait pas les compétences, ou qui était un petit peu fait en parallèle. Aujourd'hui, avec l'évolution des outils et l'essor de tout ce qui se fait sur la partie digitale, je pense qu'il n'existe plus de marketing, quel que soit le secteur, sans digital. Donc ça va amener quand même les entreprises à incorporer des compétences sur ce domaine-là. Donc ça, c'est un slide que j'utilise un peu, que j'utilise pour apprendre un peu aux salariés de comprendre la mécanique, mais qui pourrait être, quel que soit le secteur, qui est valable. C'est qu'on a toujours la même chaîne de valeur, de création de valeur qui est entre le marketing, un CRM idéalement, les entreprises se dotent de plus en plus de CRM pour pouvoir, grâce à leur partie commerciale, à gérer les leads commercialement. Donc on part toujours du lead. Généralement, là on est en one to many, c'est-à-dire on gère un maximum de volume, essayer de faire gonfler sa propre base interne. Plus elle gonfle, plus on va être capable de la travailler, de la scorer, de faire du nurturing, on le verra tout à l'heure. Et derrière, l'idée c'est de mettre les leads les plus chauds, entre guillemets, dans le CRM pour que les commerciaux puissent être le plus efficaces possible et avoir les meilleurs taux de transformation dans le temps le plus rapide possible. Une fois que ce travail commercial est effectué et qu'on arrive sur la partie client, généralement on analyse d'où proviennent les clients, comment ils sont rentrés, quels sont leurs profils, et ça nous permet de réoptimiser les campagnes d'acquisition pour aller mieux cibler tous les gens qui ont été transformés. Alors, ce qui est aussi important quand on voit les efforts commerciaux, c'est qu'il faut quand même aussi insister sur le fait on peut avoir le meilleur marketing automation, des outils de marketing automation, ou le meilleur marketing du monde avec un CRM qui est extrêmement bien conçu. Si la partie commerciale n'est pas réalisée, on ne fera rien du tout au bout du compte non plus. Donc il faut jouer vraiment sur l'ensemble de la chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver généralement dans toutes les présentations des outils aujourd'hui de marketing automation, ce qu'ils appellent le funnel, ou un peu l'entonnoir qu'on met en place. Le haut de l'entonnoir, c'est, comme je vous le disais, c'est du one to many, c'est aller chercher le plus de leads possible à travers les canaux les plus variés possibles pour optimiser son coût par lead. En même temps, le fait d'ouvrir des campagnes multicanales, ça permet d'étudier quelles sont celles, on le verra par la suite, qui marchent le mieux. C'est-à-dire soit qu'on le coût le plus bas, soit qu'on ait les meilleurs taux de transformation, ou idéalement les deux. Et derrière, quand on a généré ce volume, on les travaille dans un outil de marketing. On va pouvoir travailler tous ces leads qui sont rentrés pour les scorer. Donc à savoir, le scoring, généralement, il est sur deux variables. Il est sur le profil de la personne et sur le comportement. C'est-à-dire que plus le profil correspond à sa cible de client et plus il interagit avec nous lors des campagnes qu'on génère sur cette base, plus son score se monte et plus le score est élevé, plus on a intérêt à le déverser dans le CRM pour que le commercial l'appelle le plus tôt possible. C'est ce qu'on a. Et après, ça c'est la partie scoring, et la partie nurturing, ça serait quelqu'un qui ne serait pas forcément, comme on le disait tout à l'heure, qui est potentiellement intéressé mais qui n'est pas dans sa décision d'achat, c'est de garder un contact avec lui permanent pour qu'au moment où il soit prêt et décidé, on le sache et qu'on puisse à ce moment-là le mettre dans le CRM pour qu'il soit contacté par un commercial. Donc après tout ce travail de scoring, nurturing, de campagne, on rentre dans le CRM, là on rentre dans la partie vente à proprement dit, de toute l'activité commerciale, et derrière, le but étant de faire un maximum de clients. Ce qui est généralement bien quand on arrive sur ce type de verticale entre de la génération de leads sur des outils de marketing automation, un CRM, et puis au bout du compte les clients, c'est de garder une notion de data quality
à savoir que plus on va générer de données, plus on a intérêt à ce que la donnée soit fiable. Et donc, il y a des outils aujourd'hui très performants pour normaliser les adresses, pour vérifier les adresses mail, et que c'est un travail qui se fait au fur et à mesure, mais au bout du compte, s'il n'est pas fait, vous pouvez vous retrouver dans le CRM avec des choses extrêmement compliquées. Et qui coûtent cher. Donc ça, c'est un exemple qui est issu du premier semestre de campagne qui a été fait sur l'organisme de formation continue qui est IFG. Et ça vous donne le coût par lead. Alors, un coût par lead, c'est très simple. Hein, on prend le prix global de l'investissement qu'on a mis sur le support et on divise par le nombre de leads qui sont rentrés dans la base, soit à travers des formulaires, soit à travers des téléchargements, donc par toutes sortes de choses, mais c'est du lead qui est à peu près qualifié. C'est-à-dire qu'on a au minimum son nom, son prénom, son adresse, son email, son téléphone pour nous, et savoir à peu près où il a interagi avec nous et qu'est-ce qu'il a fait. Alors, le premier, il s'explique, hein, quand on fait direct marketing database, c'est ce qui génère chez nous le plus de prospects, mais le coût est si faible, parce qu'en fait, grosso modo, ça c'est quand on agit sur notre propre base de données. Sauf que notre propre base de données, pour la constituer, on a dû quand même payer avant. Mais tout ça, ça veut dire que plus votre base grossit, plus vous pouvez travailler dessus, et plus après le coût est marginal. C'est-à-dire que router sur ma base où c'est des leads qui m'appartiennent, enfin c'est un coût de routage derrière. Ou c'est un coût, après quel que soit ça peut être un peu plus cher si on utilise du offline ou des envois de brochures, du print, etc. Mais globalement, voilà, l'idée c'est de se constituer la base la plus grosse possible au meilleur coût et de travailler de plus en plus avec sa base. Ça diminue les coûts et ça vous permet de vous générer des leads en permanence à un moindre coût derrière. Le deuxième canal en termes de volume, c'est de la location de bases de données B2B par exemple, où là vous pouvez travailler essentiellement à la performance et pas forcément au coût pour 1000, où c'est un coût pour les 1000 adresses envoyées. Là on est typiquement dans du marketing direct, donc de l'envoi d'emails sur des bases louées. Nous à IFG en B2B on est un coût par lead à la performance de 60 €. Donc c'est relativement très cher, mais ça marche relativement bien en termes de volume. Les jeux, ça génère beaucoup de volume à un moindre coût aussi, sauf que derrière on verra que les taux de transfo sont un peu moins élevés que dans d'autres canaux, forcément parce que la personne, elle peut être, quand elle joue à quelque chose, elle n'est pas forcément dans le cœur du produit. Elle peut jouer juste pour jouer. Mais c'est un canal complémentaire qui est intéressant. L'affiliation, donc l'affiliation, on travaille nous avec un partenaire on a un kit, on lui donne des kits médias et puis on travaille avec des affiliés qui sont dans notre secteur. Là aussi ça marche plutôt bien. Le social media, donc là les social media et pay-per-click et la partie AdWords, c'est relativement élevé en coût parce qu'on débute juste et ça demande à être optimisé. Donc c'est des coûts qui vont être amenés à baisser dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. Mais grosso modo, dans les proportions, on peut avoir par exemple ici 250 000 prospects. Dans le CRM, on va en avoir les 10 000 les plus chauds sur le moment. Mais ces 250 000, on essaye de l'alimenter en permanence. Donc cette base, elle doit vivre. C'est-à-dire que vous devez sortir toujours les adresses qui sont plus valables, les gens qui demandent à se désabonner de votre base, et puis en même temps, vous en faites rentrer en permanence. Mais en même temps, plus elle est grosse, plus on s'affranchit des prestataires extérieurs c'est plus complexe à gérer. Là-dessus, on a une main complète. On fait les opérations qu'on veut, quand on veut. Suffit juste d'avoir les bons outils pour le faire. L'outil le plus simple étant juste un outil de routage. C'est pour ça que je dis que le rapport au coût au lead, il est un peu biaisé. C'est mais il y a eu un coût antérieur. Exact, y compris aussi des coûts d'argent. Voilà, exactement. Mais ce qui est important de voir, c'est que globalement, avant, par exemple, quand je suis rentré chez Laureate, IFG, ils faisaient que ça. Ils faisaient que du marketing direct sur des bases externes. Donc ils avaient un coût lead de 60 €. Si vous mixez les canaux comme ça, non seulement vous commencez à apprendre sur quels sont les canaux les plus efficaces pour transformer vos clients, c'est-à-dire
d'où ça provient pour que ça soit pour que le taux de transformation soit maximisé, mais en plus le coût au lead global, il est passé de 60 à 20, 25. Donc là, on va comparer les taux de transformation d'un lead en opportunité dans le CRM par rapport au volume. Et donc, ce qui est intéressant de retenir, c'est que vous voyez que finalement, c'est pas toujours ceux qui génèrent le plus de volume qui ont les meilleurs taux. Donc l'idée, c'est toujours d'essayer d'avoir le meilleur mix entre le volume et le taux de transformation. Donc là, aujourd'hui, il y a un élément fondamental, c'est tout ce qui provient de notre site web a le meilleur taux de transformation, mais ça s'explique. C'est aussi parce que il y a aussi beaucoup de gens qui font la démarche eux-mêmes d'aller sur notre site. Et notre site, c'est pas le site d'Amazon ou de Google. Donc quand on vient sur notre site, c'est qu'on a vraiment un intérêt pour y aller. Puisque c'est un site, par exemple, là, dans le cadre de cet exemple qui est IFG, c'est un site de formation continue. Pour aller sur un site de formation continue, il faut avoir déjà envie d'avoir un intérêt à le faire. Donc forcément, les gens qui viennent là sont déjà prédisposés à être intéressés par nos offres potentiellement. Donc quand en plus ils remplissent un formulaire sur notre site, il y a de fortes chances qu'ils soient très très intéressés. D'où le taux de transformation qui soit aussi élevé. Mais d'un autre côté, ça veut dire que là, on a quand même toujours intérêt à travailler en continu l'audience de son site. C'est-à-dire de toujours être bon en référencement naturel, toujours avoir des campagnes AdWords pour pouvoir essayer de faire augmenter cette audience. Parce que ça génère des flux de leads en continu qui sont les meilleurs leads en fait. Et tout ce qui est base marketing externe aussi, là c'est très ciblé. Parce que les gens qui sont bons, alors après il y a tout dans ce domaine. Il y a des gens qui voulaient des bases de données qui valent rien du tout et cher. Il y a des gens il y en a certains qui ont des bases B2B très qualifiées et qui sont capables d'aller dans des ciblages qui sont vraiment très efficaces. Des noms ? Après, je peux utiliser des grosses bases qui sont plus... Enfin, je peux oublier le nom, mais j'ai déjà testé des bases qui sont assez connues. Mais en plus, c'est sincère, j'ai pas le nom en tête. Où je peux dépenser 20 000 € et avoir 2 leads. Vous l'avez pas fait plusieurs fois, je pense. Non, je pense que je les ai rayés. Mais, généralement, plus c'est cher, mieux c'est. Ça ne veut pas dire que quand c'est cher, c'est bon, mais bon. Mais pas toujours en plus. Hein. Oui. Il y a vraiment des gens qui vous... Et quand c'est pas cher, généralement, on en a Et généralement, vous apercevez que... Mais ceux qui ne veulent pas travailler à la performance, donc que au coût pour 1000, il faut déjà vous dire que s'ils font ça, c'est qu'ils ne sont pas forcément sûrs des résultats qu'ils vont avoir. En revanche, ceux qui tout de suite vous disent moi, vous me payez de lead, alors après, il y a des coûts différents, là, vous pouvez être un peu plus confiant. Ça veut dire qu'ils sont à peu près sûrs de ce qu'ils vont générer et de leur business model. Là, on va faire un petit parenthèse sur Get+, nous on utilise en partie B2B essentiellement, parce qu'en formation continue, vous avez deux types de cibles. Hein. Vous avez du B2B2C, c'est-à-dire on vise les individus, les salariés des entreprises pour des formations diplômantes, ou on vise aussi les DRH en B2B qui, au nom de leur entreprise, vont prendre des formations spécifiques pour leur entreprise, etc. Donc dans ce cadre-là, par exemple, ce qu'on fait avec Get+, c'est que tous les gens qui passent sur notre site et qui ne remplissent pas de formulaire, on est capable d'identifier l'entreprise, leur entreprise de provenance. Et nous, on a demandé à Get+ de nous générer automatiquement le nom du DG et du DRH de cette entreprise. Et derrière, il y a un commercial. On met tous ces prospects-là dans une campagne marketing dans notre CRM spécifique. Et derrière, il y a des clients grands comptes, des commerciaux grands comptes qui appellent directement ces DRH. Donc c'est quelque chose qu'on a, et en même temps ça nous permet, on score les pages de notre site web. C'est-à-dire qu'on a toutes les pages de notre site web ont chacune une valeur plus ou moins forte pour pouvoir, en fonction de ce que la personne regarde, pour pouvoir générer ces prospects-là. Donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a peu de temps, donc on est en train d'avoir les premiers retours, mais pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Il faut juste faire un peu attention quand c'est des toutes petites boîtes, la personne elle se dit mais comment vous savez que
Donc vous savez que j'étais sur votre site. Si c'est Orange qui vient vous voir, vous êtes tranquille, hein, vous avez une chance sur 100 000 que ça soit la personne qui a regardé que vous appeliez. Quand c'est une boîte de 10 personnes, vous avez une chance sur 10 que la personne que vous appeliez, ça soit celle qui soit allée sur votre site. Donc après, il faut vous demander, mais comment vous m'avez retrouvé? We are watching. Bon, ça, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est le schéma global de ce qu'on essaye de mettre en place. On pourrait y ajouter un ERP en dessous, mais pour la facturation, mais voilà, c'est le site web, les opérations multicanales, on travaille dans le CRM, et puis en parallèle, on a notre base marketing qui nous permet de scorer, de faire du nurturing. Ouais, et puis on va le voir après, mais plus on est exigeant avec la force commerciale sur la façon de travailler dans le CRM, il faut aussi éviter de générer trop d'activités qui ne produisent pas. Parce qu'ils peuvent vite se décourager par rapport à ça et ne pas comprendre quel est l'objectif de tout ça. Mais on va le voir sur le slide suivant. Donc c'est vrai que c'est important de doser les prospects qu'on met dans le CRM en fonction de la taille de sa force de vente. C'est sûr que si vous avez 100 commerciaux, vous pouvez en mettre plus que si vous en avez 4. Quoi. Mais si vous en avez 4, ça ne sert à rien de mettre 50 000 leads dans le CRM. Parce que si le lead il est là pour être appelé 2 ans après, ça ne sert à rien dans l'absolu. Donc il faut vraiment doser son volume de leads par rapport au nombre de gens qui utilisent le CRM commercialement. Donc les principales difficultés, c'est en fait, donc il faut apprendre à générer des leads de qualité, et ça c'est un travail qui est continu. C'est-à-dire qu'il faut accepter, il n'y a pas de science infuse là-dedans. Le mix, le bon canal, utilisé au bon moment, ça dépend de plein de paramètres que personne ne peut modéliser. Moi, si vous vendez des voitures ou si vous faites de l'éducation, bah, le mix ne sera pas le même. Et le seul moyen de le faire, c'est de l'expérimenter au départ et d'accepter d'avoir des canaux qui ne marchent pas bien. Mais c'est un coût qu'il faut accepter de dépenser pour qu'une fois qu'on ait commencé à activer les différents canaux, qu'on puisse mesurer qu'est-ce qui marche le mieux pour améliorer de manière itérative, continuellement, sa politique. Le but étant qu'à terme, on sache exactement qu'est-ce qui marche le mieux et comment le faire. Et une fois que vous avez les canaux qui marchent le mieux, vous pouvez descendre encore plus bas. C'est quand j'ai mon canal, c'est sous quelle forme ça marche le mieux, comment je présente mes produits. Donc il n'y a pas de limite. Mais l'idée, c'est de partir vraiment d'un panel très large et d'essayer au fur et à mesure d'éliminer ce qui marche le moins bien et de se concentrer sur ce qui marche le mieux. Savoir suivre les leads dans le temps, c'est pour ça qu'on fait du scoring ou du nurturing, mais quand on est dans de l'achat immédiat, dans de l'e-commerce, c'est pas tout à fait la même problématique, mais typiquement sur la formation continue, vous pouvez avoir quelqu'un qui rentre dans votre base parce qu'il est intéressé, qui ne prend rien, mais qui prendra quelque chose que 3 ans après. Donc si on ne suit pas continuellement sa base pour savoir quand est-ce que la personne est prête à acheter, à quel moment, on tombe à côté, quoi. Et donc il faut continuellement essayer de savoir, d'interagir avec sa propre base pour se positionner au bon moment et de dire à ce moment-là, c'est maintenant que tu dois réactiver ce prospect. Parce que ce qui se passait avant, quand je suis arrivé aussi, c'est qu'ils généraient beaucoup de leads qu'ils mettaient dans un CRM. La personne, elle appelait, le commercial appelait, la personne disait « Oui, je suis intéressé, mais pas tout de suite, enfin je sais pas, on verra plus tard. » Voilà. Le commercial mettait le lead comme perdu et il restait perdu. Et on n'en entendait plus parler. La plupart du temps, il revenait 6 mois après, peut-être, par une autre campagne, et la plupart du temps, il était payé une deuxième fois, d'ailleurs. C'est-à-dire que comme il était perdu et que c'était pas dédoublonné dans les vannes, et donc j'ai même vu des leads avant qui étaient payés 3-4 fois. Et 3-4 fois, 60 €. Quoi. Et donc, au bout d'un moment, il faut commencer à rationaliser tout ça. Et donc, il faut absolument bien gérer sa propre base pour savoir quand est-ce que quelqu'un rentre et surtout d'essayer de ne pas le payer plusieurs fois, ça c'est la première chose. Et derrière, de continuellement mesurer dans le temps, c'est pas parce qu'un lead n'est pas apte à faire un acte d'achat à un moment T qu'il ne le sera pas 6 mois après. Donc il faut juste s'organiser pour le savoir. Et pour ça, il n'y a qu'un moyen, c'est d'interagir avec lui et hop, dès qu'il se remanifeste,
de pouvoir le renvoyer à un commercial pour réactiver la piste. Et derrière, ce qu'il faut, c'est aussi aider les commerciaux à adapter leur activité. Alors ça, c'est fondamental, c'est-à-dire on peut générer autant de leads de qualité qu'on veut. Si on n'a pas une discipline commerciale, ça ne marche pas. Et alors, moi, par exemple, j'ai travaillé sur des sociétés américaines. Alors, j'étais directeur marketing de Living Social, qui est l'équivalent de Groupon dans le monde, là, qui était numéro 2. Et ils avaient fait des travaux très poussés sur la gestion commerciale des leads, enfin de toute cette truc. Et ils en étaient arrivés à une conclusion qui était absolument dingue, c'est que plus le commercial appelle, ou plus il fait de rendez-vous, ça dépend du business, plus il fait d'opportunités, et plus il fait d'opportunités, plus il fait de clients. Ça paraît con, mais ils ont tourné le modèle dans tous les sens. Parce qu'il y a souvent, vous pouvez avoir des commerciaux qui vous disent ouais, non, mais moi, je choisis, j'ai un très beau ton de transformation parce que j'ai un bon discours, donc j'ai pas besoin d'appeler autant de leads que ça pour arriver à mes objectifs. Le problème, c'est qu'on pourrait aussi bien lui dire que oui, tu as un taux de transformation de 20%, dit au pif, donc tu en appelles 10, tu en fais 2, c'est génial. Mais si tu en appelais, comme je t'ai demandé, 20, tu en ferais 4. Et c'est cette discipline qu'il faut avoir, c'est obliger les commerciaux à avoir un minimum d'appels ou de rendez-vous dans le CRM, de suivre leur activité, globalement, de bien suivre les opportunités qu'ils créent, de bien suivre leur taux de transformation et de bien vérifier à chaque fois qu'ils travaillent, qu'ils ne laissent pas les leads de côté ou qu'ils ne laissent pas leurs opportunités dormir. Et c'est une vraie discipline commerciale parce qu'il faut leur apprendre à travailler avec cet outil en fait. Et il n'y a que ça qui fait qu'au bout du compte ça marche. Mais voilà, il y a même des systèmes qui ont été assez poussés, que j'ai déjà vu dans des CRM comme Salesforce, où par exemple on attribue un prospect à un commercial. Si au bout de 30 jours il n'a pas fait quelque chose, hop, ça repart dans un pot commun et quelqu'un d'autre peut le prendre. Voilà, il y a des systèmes comme ça. 30 jours, c'est très très long. Oui, donc ça peut être 30 jours, ça dépend du secteur, ça pourrait être moins. Après, ça dépend du volume qu'ils ont aussi. Mais voilà. Voilà, mais voilà, c'est des systèmes comme ça. Et aujourd'hui, nous, l'équipe commerciale, elle a une espèce de scorecard où on mesure toutes les semaines le nombre d'appels qu'ils ont effectués, le nombre d'opportunités qu'ils ont créées, les différents statuts d'opportunités, voir comment ça bouge, et derrière, forcément, les clients et les chiffres d'affaires. Et on les pilote par rapport à cette activité. Et au départ, il y en a vraiment qui... Voilà, il y en a qui ont du mal, c'est une vraie discipline. C'est-à-dire, il y en a qui vous disent ah non, mais vous me demandez de faire 50 appels par jour, je ne peux pas faire 50 appels. J'ai des rendez-vous, mais c'est aussi une question d'organisation. Il faut... Et c'est un travail qui n'est pas si simple à mettre en place, mais au bout du compte, on s'aperçoit que quand ils font réellement tous leurs 50 appels, parce qu'on est mieux organisé, alors tout de suite au bout, le nombre de clients, il augmente de manière drastique. J'ai encore personne qui m'a prouvé le contraire. Mais le drastique, vous mettez un chiffre dessus, parce que c'est toujours le problème quand on dit ça. Si, moi je l'ai vu sur Living Social où j'avais des vrais chiffres, parce que là, ça c'est un peu récent par rapport à l'activité sur la formation continue, mais ils sont passés en moyenne de 15-20 appels à 50. Ils pensaient qu'ils n'arriveraient pas, mais ils ont fini par les faire, parce qu'on les a oubliés. Le chiffre d'affaires, il a été multiplié par 2. Ah, merci. Où là l'idée, c'est d'essayer de comprendre, pour faire du bon nurturing, c'est d'essayer de bien comprendre votre process de vente, pour dire, bah voilà, à partir du moment où quelqu'un rentre dans ma base, quel type de scénario je peux mettre en place pour essayer de l'amener petit à petit vers une décision d'achat. C'est en amont du CRM? Ouais, c'est en amont du CRM, bien sûr. Et en fait, le nurturing permet juste, le but du nurturing, c'est de faire gonfler son score dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on estime que si on fait un programme qui est adapté, et aujourd'hui les outils permettent de faire des programmes de plus en plus sophistiqués qui mélangent les canaux. Ça peut être très simple, hein, ça peut être si quelqu'un a ouvert mon email, je lui envoie une brochure. Parce que j'ai un transporteur et je fais rien en fait. Le transporteur il est lié à mon outil, on lui envoie l'information qu'il faut envoyer une brochure à l'adresse de la personne, et je ne fais plus rien dedans. Donc l'idée c'est que tout soit automatisé. Donc ça c'est un programme très simple, ça peut être des programmes extrêmement complexes en fonction de l'endroit. Il y a des programmes aujourd'hui, c'est en fonction du canal où il est arrivé, je déclenche tel type de programme.
en fonction de ce qu'il fait sur les différentes actions que je lui renvoie, j'ai des programmes qui se déclinent différemment sur différents supports. Ça demande du temps et du travail et de bien connaître son process. Donc on pourrait faire intervenir ce que j'ai dit de la partie print, d'envoi de brochures, de ce que vous voulez. On pourrait même penser quand même faire intervenir même une partie d'appel. Mais pour moi, quand on est dans ces programmes-là, on essaye de traiter très vite beaucoup de volume. C'est du one-to-many. Et quand vous rentrez dans le CRM, on pourrait le caricaturer en disant, dès que vous êtes dans le CRM, là vous êtes dans du one-to-one. C'est-à-dire que moi, ce que je mets dans le CRM, c'est quelqu'un que je considère qui doit être contacté directement. Soit par téléphone, soit par mail, comme vous voulez. Mais on est dans une relation d'un commercial vers un client. Et avant, ce que je traite, c'est, j'essaye de faire des programmes vers le plus grand nombre, donc en traitant des gros volumes le plus rapidement sur des vitesses, des vitesses qui sont assez rapides, sans avoir d'intervention. Ça me permet de traiter le volume très vite. Merci beaucoup Franck de ce témoignage. Merci Franck.